cette semaine, l'actualité a été marquée par la guerre déclenchée par Israël contre l'Iran. La réponse est qu'elle ne manquera pas d'entraîner les États-Unis dans son sillage, ce qui conduira immanquablement à un embrasement régional dont nul ne sortira indemne. Sommes-nous immunisés en tant que pays-nation à tous ces changements brutaux dans le monde et à tous ces défis sécuritaires? Ce qui nous amènera à la situation que vit l'Algérie sur le plan interne. Les Algériens, épris de justice sociale, soucieux de leur liberté, se voient à l'aube de l'Algérie nouvelle confrontés à un pouvoir qui semble avoir perdu tout sens de la mesure, s'enfonçant jour après jour vers un avenir qui s'annonce dans la médiocrité, avançant sans cap ni projet pour le pays. La crise politique, celle des institutions, la crise morale, la jeunesse n'ayant que pour seul projet l'émigration clandestine. Des centaines de citoyens de toutes classes sociales emprisonnés pour une simple opinion. Les violations quotidiennes de la Constitution plombent et actent l'extinction de vie publique et citoyenne. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est que le populisme et la démagogie qui font office de programme politique pour ce pouvoir, en prétendant que l'Algérie nouvelle, victorieuse, avance à pas sûr. Dans le même ordre, le chef de l'État, M. Al-Majid Tebboune, a reçu cette semaine le président de la Cour constitutionnelle, M. Omar Belhadj, à la demande de ce dernier, qui lui a remis, lors de l'audience, une lettre demandant à être déchargé de la présidence de la Cour constitutionnelle pour des raisons personnelles, que le président de la République a accepté, lit-on dans le communiqué. En attendant la nomination d'un nouveau président qui devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de cette notification. L'intérim sera assuré par le membre le plus âgé de la Cour. Il est confié à Madame Leïla Aslaoui en tant que doyenne de la Cour. Au même moment, le ministère des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué publié le même jour que le gouvernement koweïtien a donné son agrément à la nomination de M. Omar Belhadj en qualité d'ambassadeur extraordinaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l'État du Koweït. Nous débattrons de toutes ces questions avec nos invités juste après cette petite intro. Rétro info de la semaine. Comme chaque samedi, vous avez l'habitude, donc on va revenir sur l'actualité de la semaine, mais aussi les défis et les changements géopolitiques dans le monde avec nos invités aujourd'hui. J'ai l'honneur donc d'avoir aujourd'hui, ce soir, avec nous, Dr Hassan Hirish, économiste, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Dr Hassan Hirish, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azoul Fellek. Bonsoir Sinassar, ça me fait plaisir d'être sur votre plateau. Bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à votre équipe et puis à vos invités que je vais découvrir. Merci, merci beaucoup de Dr Hassan Hirish. Et on a aussi le plaisir d'accueillir M. Mnowar Jaddi, ex-député, président de la commission des transports au sein de l'Assemblée en Algérie. Il est avec nous par téléphone depuis Alger. C'est Mnowar Jaddi, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Allah yaslimak, merci Sinassar, merci pour l'invitation. Bonjour à tout le monde, aux téléspectateurs, à vos invités. Et Inch'Allah, un bon débat. Inch'Allah, c'est Mnowar Jaddi. Barakallahu fik, merci beaucoup. Je suis sûr que ça sera un bon débat, c'est Mnowar Jaddi.
avec Dr Hassan Hirish, mais avec vous aussi. D'abord, on va revenir sur les questions géopolitiques, mais aussi ce qui se passe dans le monde. Vous l'avez peut-être suivi dans cette petite introduction. Comment ça va impacter notre pays? Est-ce que notre pays est immunisé contre tous ces changements brutaux? D'abord, on va écouter dans ce passage les déclarations qui ont été faites par M. Abdelmajid Tebboune auparavant, et qui a déclaré que l'Algérie est un pays fort, l'Algérie est une force de frappe. On écoute. مش بالقدرات تاع بلادها يأمنوا بالقدرات تاع الغير هما دايرين روحهم ما الجزائر قوة ضاربة العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين. والكل يعترف بقوة الجزائر. Tout le monde sait que l'Algérie est une force de frappe, a déclaré donc Abdelmajid Tebboune. Docteur Hassan Hirish, je vais commencer cette question avec vous. C'est une question très pertinente, Docteur Hassan Hirish, qui est liée bien sûr au changement géopolitique, qui est liée aux événements que connaît le monde et surtout ce qui se passe dans le Moyen-Orient, mais aussi ce qui se passe aussi entre la Russie et l'Ukraine, la venue du président, l'élection du président Trump. Le monde est en train de connaître un changement brutal, si on peut le qualifier ainsi, Dr Hassan Hirish. Sans doute, notre pays ou les pays du nord d'Afrique, si on peut les appeler ainsi, seront impactés par tous ces changements. Dr Hassan Hirish. Merci encore une fois pour votre invitation. Oui, effectivement, l'heure est grave et des changements géopolitiques extrêmement importants, je dirais même des changements radicaux. Jusque dans les années 90, on avait l'habitude de vivre sous deux blocs, l'Union soviétique d'une part et l'Occident, l'OTAN d'autre part. Donc en fait, il y avait le pacte de Varsovie et l'OTAN. Donc, on était alignés soit d'un côté, soit de l'autre, même si il y avait évidemment un certain nombre de pays qui se sont regroupés, qui ont fait énormément de conférences, de réunions, etc., pour se déclarer non alignés. Mais il est évident que la majorité de ces pays-là, y compris le nôtre, étaient plus ou moins proches, plus ou moins soumis, plus ou moins alliés, plus ou moins vassals avec l'une ou l'autre puissance. Donc, à partir du moment où il y a eu effondrement de l'Union soviétique, nous avons vécu une petite partie de l'histoire contemporaine où il y avait une seule superpuissance, en l'occurrence les États-Unis, et petit à petit, nous avons vu, pour résumer, pour aller vite, nous avons vu l'émergence de la Chine et puis la reprise en main par Vladimir Poutine de la Russie, qui a commencé à jouer le rôle que jouait l'URSS. Donc, dans cette configuration-là, évidemment, les tensions se sont exacerbées, les États-Unis voulant à tout prix garder le leadership, rester la superpuissance. Et donc, ils vont tout faire pour déstabiliser aussi bien la Russie, la Chine quand ils le peuvent, et puis les pays qui leur sont proches. Donc, à partir de là, effectivement, nous assistons donc à des guerres, à des influences, à des magouilles internationales. Et puis, depuis la guerre, la deuxième guerre notamment contre l'Irak, on a vu une recomposition d'une partie du monde, en tout cas au niveau de ce qu'on appelle d'ailleurs à tort le Moyen-Orient, l'Asie de l'Ouest, avec évidemment la guerre faite par les États-Unis sous des prétextes absolument fallacieux, en accusant l'Irak d'avoir des armes de destruction massive et en montrant un petit
un petit flacon à l'ONU en disant voilà, nous avons la preuve, etc. Hachakoum, c'est peut-être un pipi qu'il a fait juste auparavant, Monsieur Colin Powell, avant de venir mentir sur la scène mondiale, sur la scène de l'ONU. Donc, on voit qu'à partir de ce moment-là, comment dire, l'agression de l'Amérique avec son allié ou même peut-être son 51e État qui est Israël, comme l'appelle l'Algérie et beaucoup d'autres l'entité sioniste, pour des raisons évidemment qui se justifient historiquement. Donc ces deux pays-là, avec évidemment leurs vassaux, que sont la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, et maintenant aussi les anciens pays de l'Est, eh ben, ils vont tout faire pour agresser, pour manipuler, pour faire des pressions, et notamment dans cette région-là, avec la destruction de la Syrie, du Liban, de la Palestine, mais pas seulement, mais aussi rendre vassaux les pays comme le Maroc, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, qui ont été obligés de signer les fameux accords qu'on dit les accords d'Abraham, et qui sont en réalité des traités de vassalité. Et donc, nous assistons aujourd'hui à des agressions au niveau géopolitique. Maintenant que l'Iran est attaqué, aucun pays malheureusement ne peut se dire vacciné, ne peut se dire suffisamment fort pour échapper à d'éventuelles, comment dire, soit attaques, je vais dire militaires, soit des attaques cybernétiques, soit des attaques politiques, géopolitiques, des attaques économiques. Nous avons vu comment Donald Trump, depuis sa réélection pour son deuxième mandat, il a utilisé la douane, les taxes pour faire justement pour attaquer tous azimuts et donc fragiliser l'économie de ses partenaires, l'économie mondiale, dans le seul but de rester le leadership, la superpuissance, la seule hyperpuissance. On en parlera encore un peu plus sans doute si Nasser. On va voir ses réussites et aussi ses échecs. Très très bien. Restez avec nous, Dr Hassan Hirish. Mais la question aussi qui se pose, Dr Hassan Hirish, c'est que vous avez parlé de vaccination, si on peut qualifier ainsi. Est-ce qu'on est vacciné autant que pays? Et là, je parle de notre pays, de l'Algérie. Simnouar Djadi, votre analyse concernant cette question. On a entendu bien sûr l'analyse de Dr Hassan Hirish. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Simnouar Djadi? Le monde est en train de changer, on est en train de constater des changements brutaux, des changements qui influencent aussi des pays comme le nôtre, et qu'on n'est pas à l'abri aussi, malheureusement, de tous ces changements. Simnouar Djadi, votre réaction, Simnouar? Merci. Moi, donc, je complète ce qu'a dit votre invité, M. Hirish, Dr Hirish. Effectivement, à l'époque, dans les années 60-70, il y avait les deux blocs, il y avait un équilibre sur le plan géopolitique entre l'Occident et la Russie et l'URSS. Il y a deux blocs, Pacte de Varsovie et l'OTAN. Mais après, il y a eu une troisième force, je dirais, dès 77, donc c'est les pays non alignés. Bon, en réalité, étaient alignés sur le plan doctrinal, socialiste, communiste et sur le plan militaire armement, mais sur le plan économique, les 77 pays, les pays non alignés, 80% d'entre eux traitaient des affaires économiques avec l'Occident. C'était la faiblesse de l'Union soviétique à l'époque. Et puis, il y a eu l'effondrement de l'URSS, c'est grâce à M. Gorbatchev, qui a détruit le bloc soviétique.
Et à partir de là, à partir des années 90, le monde est devenu unipolaire. Effectivement, il y a les États-Unis, l'Occident avec l'Europe qui dominent le monde. Ils ont détruit tous les pays arabes, en commençant tout d'abord par quand David, l'Égypte, qui était quand même le leadership des pays arabes et des pays non alignés, a été détruite. Puis il y a eu l'Irak, puis la Syrie, la Libye, etc. Donc, et même la Yougoslavie. Hein. Maintenant, moi, à mon avis, hein, à l'époque, l'URSS a été affaibli par Gorbatchev et le déslocage de l'URSS. Maintenant, la Chine était un pays émergent à l'époque. Elle n'était pas aussi forte qu'aujourd'hui. Maintenant, cette nouvelle carte qui se dessine, à savoir maintenant, à mon avis, hein, c'est un avis strictement personnel, moi j'attends personnellement sur cette guerre israélo-iranienne. Si les blocs, la Russie, la Chine et autres, le Pakistan, etc., s'ils laissent Trump, c'est-à-dire les États-Unis, détruire encore une fois l'Iran, sans que ces pays bougent le petit doigt, je dirais qu'il n'y aura aucun changement sur le plan géopolitique à l'international. Maintenant, si ces pays-là, et à leur tête la Russie, la Chine, le Vietnam et le Pakistan, avec bien sûr les pays arabes et autres, pays asiatiques, vont freiner Trump de s'impliquer dans cette guerre, et ils vont être tous à côté de l'Iran, et je dirais effectivement que effectivement, au XXIe siècle, comment dirais-je, le globe terrestre est revenu sur deux pôles comme il était auparavant durant les années 70. Il y a une nouvelle carte géopolitique qui se dessine. Maintenant, après, on va quel impact, Simnawar Jahdi, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps et c'est des questions qui sont très importantes. Quel impact sur notre pays? Comme ça, باش نربحوا الوقت سي منور جعدي. هذا les changements, ce qu'on est en train de connaître dans le monde, ça va impacter notre pays, bien sûr, et souvent. On a, par exemple, écouté nos responsables, Al-Majid Tebboune et d'autres responsables, parler donc du front interne, consolider le front interne, الجبهة الداخلية. Pour faire face donc à ces défis sécuritaires, parce que il ne faut pas oublier aussi ce qui se passe dans le Sahel. On va écouter d'abord le ministre de la Communication, Monsieur Mziane, qui a parlé aussi du front interne, et je reviens à vous juste après ça. تشكيل جبهة إعلامية وطنية تجتمع أساسا على قيم المواطنة والدفاع على ثوابت الأمة الجزائرية ورموزها ومؤسسات دولتها وعن صورة الجزائر. أدعو أنا وأخي مستشار السيد رئيس الجمهورية إلى التحلي باليقظة الإعلامية والاستباقية والمواجهة للتركيز على كشف كل أشكال الدعاية المغرضة الكاذبة وسياسة تزييف الحقائق التي تنتهجها بعض الأطراف المعادية لبلدنا. Voilà, donc le ministre de la Communication, Mohamed Mziane, qui parle donc d'un front interne médiatique, d'un front national médiatique, mais aussi il a soulevé la question, donc il a donné un chiffre de 9000 journalistes qui complotent contre l'Algérie, qui attaquent l'Algérie. On va l'écouter dans ce passage. أقولها اليوم وقولوها أنتم في الصحافة. أكثر من 9000 صحفي عبر العالم يشوهون صورة الجزائر. 9000 عبر يراقبون العالم، وانتايا غير تظهر صورة الجزائر. Il y a ce qu'on appelle le prisme informationnel. هنا الدولة تدخل باش تدعم وسائل الإعلام.
Voilà, donc Mohamed Mzied, ministre de la Communication, qui dit qu'il y a presque, il a avancé un chiffre de 9000 journalistes qui essayent donc de nuire à l'image de l'Algérie, de salir l'image de l'Algérie, de s'attaquer à l'Algérie dans ses déclarations. La question qui se pose, bien sûr, on est en train de parler des défis géopolitiques, d'un changement brutal du monde, mais aussi les défis sécuritaires qui sont à nos frontières, dans le Sahel, la Libye aussi. Beaucoup de questions se posent concernant donc comment faire face à tous ces défis, à tous ces changements géopolitiques que connaît le monde, avec un pays que beaucoup d'observateurs parlent très fragilisé à l'échelle interne. Shukran, monsieur Nasser. Si vous me permettez, j'ai entendu minutieusement ce que vous avez dit dans votre préambule de cette émission. Monsieur Nasser, vous avez noirci l'image de l'Algérie en disant que sur le plan interne, sur le plan politique, rien ne va, etc., etc. Donc, je me risque de répéter ce que vous avez dit. Mais dans un pays qui n'a pas de dette extérieure, bon, la dette intérieure, elle est locale, elle est maîtrisée, elle est soutenable avec ses banques, avec ses entreprises et avec les moyens de bord de l'Algérie qui sont très importants. L'Algérie, sur le plan économique, elle avance. Sur le plan industriel, sur le plan agricole, sur le plan technologique, sur le plan militaire, nous sommes très bien, nous sommes bien classés. Sur le plan pouvoir d'achat, l'Algérie, je vous donne une information et à vous et à ceux qui nous suivent sur cette émission, que l'Algérie, sur le plan africain, est la meilleure note en ce qui concerne le pouvoir d'achat. L'Algérie qui avance bien, elle n'a pas de problème macroéconomique, elle va très bien. Il y a une stabilité totale, une stabilité politique, une stabilité économique. Il y a des investisseurs qui frappent à la porte de tous les continents, de l'Asie, des pays asiatiques, américains, européens et arabes. Et on qualifie l'Algérie de ce que vous avez qualifié. Je dirais que c'est pas normal. Par contre, certains pays, qui est un des voisins, qui pleurent les 80 milliards de dollars de dette extérieure en devise forte, avec des pouvoirs d'achat, avec le taux de pauvreté qui dépasse les 35%, qui a aucune souveraineté nationale. Tous ces terres ont été bradées et j'en passe. Alhamdoulilah, l'Algérie. Donc je fais la parenthèse de ces matières et je réponds à votre question. Moi, personnellement, comme vous avez dit, effectivement, lorsqu'on entend autrefois en Syrie qu'il y a certains généraux, certains militaires algériens qui sont à côté de l'armée syrienne, il y a 500 membres du Polisario qui sont à côté de l'armée syrienne, que l'Algérie livre le gaz à Israël, elle détient de très bonnes relations avec Israël, que l'Algérie, j'entends aujourd'hui qu'il y a 4 militaires qui ont été tués par des bombardements israéliens en Iran. Tout ça, c'est pas gratuit. L'Algérie, le petit Mali là, qui par la voix de son ministère des Affaires étrangères, évoque que l'Algérie soutienne et finance le terrorisme. Seule l'Algérie qui a combattu le terrorisme, seule l'Algérie qui était seule pendant plus de 10 ans et seule qui a combattu le terrorisme international. Et maintenant, un minable, il évoque devant aux Nations Unies que l'Algérie finance le terrorisme. Tout ça, moi je suis d'accord à ce que sur le plan mass média, sur le plan informationnel, effectivement, je partage entièrement
ce qui a été évoqué par notre ministre de la Communication. Et il faut faire face à des ayatollahs avec le Moghrerin qui ne veulent pas que l'Algérie avance. Et ils sont en train de bannir, de noircir l'image de l'Algérie. Effectivement, c'est une bonne chose. Et justement, sur le plan politique, effectivement, je suis d'accord avec moi. Je suis d'accord avec le président de la République lorsqu'il est en train de faire face pour construire un mur dur, un mur qui pour éviter toute comment dirais-je, tout imprévu. Très bien, restez avec nous سي منور جعدي. على كل حال c'est des يعني ce que j'essaie de relayer c'est les observateurs qui le disent, ce n'est pas une opinion personnelle. سي منور جعدي, on essaie de poser les questions, on essaie de comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on veut noircir l'image de notre pays, loin de là. Mais on va écouter bien sûr ce qui se relie dans les médias algériens, par les responsables algériens aussi, qui parlent de complot. L'Algérie est visée par les complots. L'Algérie, donc vous l'avez entendu de la bouche du ministre de la Communication, M. Mohamed Mziane, une presse étrangère qui essaie de noircir l'image de l'Algérie. On va regarder cette petite vidéo. فيه مؤامرة لزعزعة الاستقرار هذه معروفة. أقول بأن قوى الشر تتربص السوء بالجزائر. من مؤامرة تستهدف الجزائر شعبا ودولة. تعرضت بلادنا خلالها لمؤامرات خطيرة بهدف ضرب استقرار الجزائر. هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر مشابهة. الجزائر مستهدفة تريد ضرب استقرار البلاد. اليوم الجزائر أصبحت مستهدفة بعدوان. Voilà, donc tous ces responsables ont presque répété la même chose. L'Algérie est visée. Docteur Hassan Hirj, quelle est votre réaction et comment peut-on être objectif dans cette question, tout en essayant de comprendre qu'il y a des défis sécuritaires, qu'il y a des complots, mais en même temps d'essayer d'analyser est-ce qu'il y a une surenchère de ce mot complot contre l'Algérie, et là la question se pose, question des libertés, la question de l'ouverture politique, la question de l'indépendance de la justice. Docteur Hassan Hirj. Oui, c'est extrêmement complexe parce qu'il y a des choses que nous pouvons voir en tant qu'observateurs, en tant que journalistes, en tant que militants, et il y a des choses que nous ne pouvons pas voir parce qu'ils relèvent des affaires des services secrets comme dans tous les pays. Donc, concernant les complots, ce que je peux vous dire, c'est que plus on crie au loup, moins on y croit. Donc moi, je ne pense pas que ce soit une bonne tactique, parce que depuis Ben Bella jusqu'à maintenant, l'Algérie officielle a toujours crié au complot. C'était un petit peu, on va dire, la manière de faire de tous les pays de l'Est, d'un certain nombre de pays autoritaires, etc., où on parle de complot dans l'espoir justement de serrer les rangs autour des équipes dirigeantes qui ne sont pas toujours légitimes et qui ne sont pas toujours en symbiose avec leur peuple. Donc ça, malheureusement, je ne pense pas que ce soit opérant. En revanche, je nie pas qu'il y ait des complots, mais ce n'est pas propre à l'Algérie, ce n'est pas que contre l'Algérie. Tous les pays, y compris ceux qui sont alliés, il y a des complots entre eux. Prenons un exemple. Voyons comment les États-Unis ont dépouillé la France d'un certain nombre de joyaux industriels. Péchinet, Alstom, et je ne sais plus encore, enfin, une dizaine de grandes entreprises qui ont été subtilisées parce que précisément, il y avait un espionnage, il y avait des complots aussi.
y compris en utilisant la classe politique française, depuis notamment Sarkozy jusqu'à maintenant. On a vu par exemple comment McKinsey, qui est un cabinet conseil, était recruté par Emmanuel Macron pour des travaux carrément de stratégie économique du pays, alors que le ministère français des Finances, de l'économie, les grandes écoles, la France détient parmi les meilleures écoles sur la planète. Il y a des professeurs, des laboratoires, etc., qui auraient pu être consultés. Mais non, parce que justement il y a complot, on a préféré, enfin certains dirigeants. Il y avait même le contrat des sous-marins, Dr Hassan Hirj, par exemple, avec l'Australie. Voilà, il y a énormément de. Donc tous les pays sont visés. On a vu aussi comment les États-Unis ont perdu l'essentiel de leur industrie. Là aussi, il y a eu des complots. Parce que, effectivement, la Chine a attiré énormément d'industriels en offrant des possibilités absolument imbattables au niveau énergie, au niveau de transfert des bénéfices, au niveau de la fiscalité, etc. Ce qui fait que des joyaux industriels américains, anglais, français, allemands sont partis en Chine et c'est comme ça qu'il y a eu transfert des technologies. Et malheureusement, l'Algérie n'a pas fait ça. On s'est satisfait de crier au complot, de sortir des phrases idéologiques, politiques. On a brisé le système de l'éducation nationale en précipitant une arabisation dont on n'a même pas pensé une seule seconde au programme ou bien à la réussite, aux facteurs de réussite, facteurs d'échec, etc. On est passé de la maîtrise du français. On avait des étudiants absolument brillants et dont à peu près 10 à 20%, une fois leur licence terminée, une fois leur ingénierat terminé, allaient dans de grandes écoles françaises, anglaises, russes, américaine, etc. Il fallait tout faire pour ramener ces jeunes-là, leur donner des possibilités de travailler chez eux, d'avoir la liberté d'entreprendre, de recherche, d'expression, ainsi de suite, etc. Or, il faut quand même être franc. Nous avons fabriqué plus d'imams que d'ingénieurs. Nous avons fabriqué plus d'illettrés que de lettrés. Quand on fait le bilan, franchement, de l'éducation nationale, comme le disait Mohamed Boudiaf, l'école est sinistrée. Donc, c'est dans des secteurs clés comme celui-ci, dans des secteurs clés. Il ne suffit pas d'applaudir, il ne suffit pas de dire nous sommes les meilleurs en Afrique, en Méditerranée, que nous avons le meilleur PIB. D'abord, il faut les chiffres ne sont pas toujours justes. D'abord, l'ONS, même l'Office national des statistiques ne fonctionne pas toujours. Très souvent, il répond aux besoins politiques, idéologiques, ainsi de suite. Il ne faut pas applaudir n'importe quelle décision, notamment celles qui n'ont pas été débattues, qui ne sont pas passées ni par le Parlement, ni par le Sénat, ni par les partis politiques qu'on n'a pas écoutés, ainsi de suite. La question, Dr Hassan Hirj, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Je vais vous laisser la question qui est importante parce qu'on est pressé un peu par le temps. Ce que vous venez de dire, parce qu'on nous reproche souvent qu'on noircit l'image de l'Algérie à travers donc nos émissions, mais aussi l'approche qu'on a. Est-ce que vous pensez, en essayant bien sûr d'être juste dans notre analyse, est-ce que vous pensez que la situation de notre pays, comme l'a dit notre ami Mnowar Jahdi, sur le plan interne, qu'il soit politique, qu'il soit économique, social, est en train d'avancer dans le bon sens?
Mais puisqu'on est en train de discuter aussi des défis sécuritaires, est-ce que vous pensez que la situation de notre pays, à tous les aspects, par tous les aspects aussi, vous pensez qu'on peut faire face aux défis sécuritaires, on peut faire face aux changements brutaux que connaît le monde aujourd'hui? Docteur Hassan Hirj. Vous avez 3 questions principales et à l'intérieur desquelles il y a aussi d'autres sous-questions. D'abord, est-ce que vous noircissez le tableau? Moi, je respecte évidemment énormément M. Nouar Jadi, qui a le courage de venir sur vos antennes, sachant qu'il est souvent contredit, aussi bien par les invités que par les journalistes, ainsi de suite, et qu'il est là, présent, toujours debout. Moi, je le félicite. Alors, est-ce que vous noircissez le tableau? Moi, je dirais non, et je vais vous dire pourquoi. Parce que tout ce que vous pouvez dire de négatif, même faux, même quand c'est faux, à plus forte raison quand c'est vrai, eh bien, ce sont normalement des pistes d'amélioration. Le pouvoir algérien devrait prendre vos critiques comme des pistes d'amélioration possibles. Comme quoi, il est important qu'il y ait des Algériens qui passent pas leur temps à applaudir. Ça, c'est fondamental pour la santé politique, économique, géopolitique d'un pays. Alors, deuxièmement, est-ce que ça va bien en Algérie, tout va bien, etc. Vous savez, le SMIC est encore à 20 000 dinars. Alors, comme ne disent pas que ceux qui touchent 20 000 dinars, et il y en a beaucoup qui ne les touchent même pas. Est-ce qu'ils peuvent vivre dignement dans notre pays? Eh bien non. Quand on voit le prix du kilo de patates, le prix de tomates, même des produits de base, c'est Nassar. Eh bien, ces familles-là, malheureusement, sont en très grosse difficulté. Malheureusement, dans les années 60, 70, jusqu'au milieu des années 80, nos pays voisins, particulièrement à l'ouest, il y avait des grappes humaines qui mendiaient dans les rues. Et moi, je me souviens, je partais au Maroc régulièrement depuis les années 72, j'ai de la famille là-bas. J'étais absolument stupéfait de voir autant de mendiants dans la rue, à Rabat, Casablanca notamment, mais pas uniquement. Et il n'y en avait pas chez nous. Aujourd'hui, dans toutes les rues des villes algériennes, il y a énormément de mendiants, y compris des femmes, y compris des enfants. Il y a des milliers, des centaines de milliers, peut-être même des millions d'Algériens déscolarisés. Et il y a des millions d'Algériens qui n'arrivent pas au niveau du bac. Et il y a des millions d'Algériens qui n'arrivent pas à faire leurs études supérieures. Et quand ils font leurs études supérieures, beaucoup abandonnent parce que leurs familles sont pauvres, parce que les conditions de travail ne sont pas celles-là, les conditions pédagogiques, etc., etc. Bon, je ne vais pas noircir le tableau non plus, mais il faut quand même être conscient, être patriote, c'est mettre le doigt là où ça marche pas. Ce n'est pas tout le temps applaudir, quelle que soit la situation. Aussi, Sinassar, tant qu'on ne laisse pas les partis politiques s'exprimer, faire leurs meetings, faire leurs manifestations, faire le rassemblement, ainsi de suite, tant qu'on dissout des associations comme la Ligue algérienne des droits de l'homme ou comme Raj, quand on ne laisse pas les intellectuels s'exprimer, quand il y a plus d'imams qui s'expriment sur les télévisions, moins d'anthropologues, de psychologues, d'ingénieurs, de géologues, etc. Quand les cabinets, les trucs littéraires, les cafés littéraires sont interdits. Quand des éditeurs sont malmenés, sont interdits, suspendus, etc. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. On peut faire mieux. On peut faire mieux. Il y a des choses qui marchent. C'est évident. Ben, je vais dire que l'Algérie de 2025 n'est pas l'Algérie de 80 ou l'Algérie de 70. C'est évident que globalement,
effectivement, il y a une richesse qui s'est accumulée. Mais l'industrie est encore très faible, les services sont encore très faibles, les services publics, que ce soit la santé, les transports, etc., ne sont pas à la hauteur des besoins. Alors, votre troisième question, parce que là, je peux rester très rapidement, docteur Hassan Hir, très rapide. Il n'y a, dans la configuration géopolitique d'aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui soit sûr. N'importe quel pays peut être mis à mal, voire même aujourd'hui, on le voit avec l'Iran, on l'a vu avec la Libye, on l'a vu avec l'Irak, on l'a vu, comme disait monsieur Djadi, avec la Yougoslavie, avec l'URSS qu'on a poussé à l'effritement, ainsi de suite, avec Cuba qui est mise sous le boisseau depuis des décennies, avec le Soudan, avec le Congo, ainsi de suite. C'est vraiment la bérésina un peu partout dans le monde. Donc, personne n'est à l'abri. Donc, il va de soi qu'il va falloir travailler à ce que le peuple algérien, dans son entité globale, puisse être en symbiose avec le pouvoir algérien, qu'il soit civil ou militaire. Et pour cela, il faut que le peuple soit respecté, il faut qu'il soit libre d'entreprendre, de s'exprimer, d'avoir des journalistes, des enquêtes, etc., d'avoir des laboratoires de recherche, y compris évidemment par exemple, sur un certain nombre de détournements, sur les magouilles, etc. Donc, notre pays est menacé, oui. Est-ce que nous avons des possibilités de répliquer? Oui. Est-ce que nous avons des services de sécurité performants? Oui, mais ce n'est jamais à 100%. Nous voyons quand même un régime comme celui de Saddam Hussein qui était absolument fort, une police politique qui était omniprésente, de la même façon que l'Iran, ainsi de suite. Quand on voit comment les services iraniens ont été infiltrés, il faut quand même qu'on réfléchisse et qu'on arrête de s'auto-applaudir, mais de travailler en sourdine. Ça ne sert à rien de porter haut le verbe, de dire qu'on est très fort et qu'on est imbattable. Non, il faut travailler sous table, en dessous. Voilà. Merci, docteur Hassan Hirash. Il faut travailler ensemble, sous table, en dessous. J'aimerais aller très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, malheureusement, sur une autre question, donc la question de la démission du président de la Cour constitutionnelle, juste après cette petite intro. Voilà, donc on va regarder d'abord cette petite vidéo, donc la démission de M. Omar Belhadj du poste donc, de président de la Cour constitutionnelle. بداية استقبل اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رئيس المحكمة الدستورية السيد عمر بالحاج بطلب منه سلم له خلال اللقاء رسالة خطية يلتمس بموجبها الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية لأسباب شخصية والتي قبلها السيد رئيس الجمهورية. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé, dans un communiqué publié le mardi 17 juin, que le gouvernement koweïtien a donné son agrément à la nomination de M. Omar Belhadj en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l'État du Koweït. Ce jeudi 19 juin, la présidence de la République a publié un autre communiqué rapportant un fait inédit. Le président Abdelmadjid Tebboune a reçu le même Omar Belhadj, président de la Cour constitutionnelle, à la demande de ce dernier, qui lui a remis une lettre sollicitant à être déchargé de ses fonctions pour des raisons personnelles. Voilà, donc, Simon Warjadi, Dr Hassan Hirash, il me reste, je pense, 4 minutes, maximum, 2 minutes chacun, pour être donc juste. Simon Warjadi, je vais commencer avec vous. Bien sûr, on a parlé de la question, une question qui est très importante.
concernant donc notre pays, mais aussi ce qui se passe dans le monde et comment ça peut affecter notre pays. Mais quand on voit sur le plan interne, beaucoup de questions se posent, comme par exemple la démission du président de la Cour constitutionnelle qui avance des raisons personnelles, mais le même jour, il a été nommé ambassadeur auprès du Koweït. Comment trouvez-vous donc cette démission, cette nomination et des interrogations, si on peut dire, Simnouar Djahdi, sur la façon dont on gère les affaires de l'État, et là je parle bien sûr sur le plan interne. Simnouar Djahdi. Merci. Bon, tout d'abord, vous ne m'avez pas laissé beaucoup de temps. Tout d'abord, je remercie votre invité, M. Herrich, merci pour les compliments. Deuxièmement, j'ajoute quelques points qu'il a cités. Tout d'abord, par les écoles algériennes jusqu'à l'université. Je dirais que je ne pense pas qu'un pays comme nous, à même niveau, possède chaque wilaya une université avec 1 600 000 ou 700 000 étudiants. Les candidats au baccalauréat cette année, c'est 870 000, 870 000. Je ne pense pas qu'un pays comme le nôtre puisse avoir ce chiffre. Je ne parle pas des écoles primaires. Je sais, lui-même, je ne sais pas, je ne connais pas, c'est un docteur, mais je pense qu'il a fréquenté l'université algérienne, l'école algérienne. Et je pense que lui, il est à l'étranger, il est en France peut-être ou là en Espagne. Je dirais que dans tous les centres de recherche, il y a au moins un Algérien. Il faut être fier des Algériens qui se trouvent en France, aux États-Unis, au Japon, qui occupent des postes stratégiques à la NASA et dans les pays, les centres de recherche les plus rehaussés au monde. Je dis que la France, il y a quand même les 15 000 médecins, ils sont sortis des universités algériennes. Donc le niveau, récemment, il y a 15 universités qui se classent parmi les 2000 au niveau mondial. Je pense qu'il faut être fier de tout cela. Maintenant, je ferme cette parenthèse. Je dirais que la question que vous m'avez posée, en ce qui concerne le président de la Cour constitutionnelle. De la Cour constitutionnelle, je dirais que pour moi, c'est non-événement. Pourquoi? Effectivement, il a dit, il a déposé sa démission auprès de M. le Président de la République, et c'est légal, fonction de notre Constitution. Et c'est normal que le mot intérieur de cette institution stipule que lorsqu'il y a vacance de poste, donc c'est le plus âgé. Effectivement, Mme Aslaoui est la plus âgée, donc c'est légitime d'avoir ce poste-là pendant au maximum 15 jours avant que M. le Président de la République nomme un nouveau président. Est-ce que c'est normal, la question, est-ce que c'est normal que le même jour, on avance donc des raisons personnelles pour la démission du président de la Cour constitutionnelle, et le même jour, il est nommé, donc, et où on voit donc le communiqué du ministère des Affaires étrangères qui relayait donc cette information, comme quoi M. Omar Belhadj a été nommé ambassadeur auprès du Koweït. Effectivement, vous ne m'avez pas laissé terminer, sinon vous aurez la réponse avant que vous me posiez cette question. D'accord. Justement, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'information, non, événement, et lorsqu'il a déclaré, si Belhadj, une démission strictement personnelle, effectivement, peut-être, cette proposition qui lui a été, ce poste-là lui a été proposé pour être ambassadeur au Koweït, il a préféré ce poste de diplomate que président de la Cour constitutionnelle. Il a préféré, c'est personnel, hein, c'est un choix personnel, effectivement. Il avait raison de dire, je dis, ma démission est personnelle, parce qu'il a préféré, c'est son choix, il faut respecter son choix, d'être diplomate, d'être ambassadeur au Koweït, d'avoir le poste constitutionnel
Parce que peut-être il a préféré cela. Hein. Il faut lui accorder ce privilège. C'est son choix. Très bien. Donc, et la Constitution, le président de la République a agi fonction de la Constitution et fonction du règlement intérieur de cette institution. Je vous laisse le mot de la fin, Dr Hassan Hirish. Est-ce que vous pensez que l'évolution des choses dans notre pays vont dans le bon sens quand on voit bien sûr démission pour des raisons personnelles, nomination donc au poste d'ambassadeur auprès du Koweït, donc de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, M. Omar Belhadj. C'est toutes ces questions que peut-être les observateurs de la scène politique de notre pays se posent, Dr Hassan Hirish, sur ces politique, la façon de gérer les affaires de l'État, mais aussi l'évolution des choses. Dr Hassan Hirish, très rapidement. D'abord sur votre question. Moi, je pense qu'il s'agit là d'un cafouillage, d'un manque de coordination entre les différentes institutions, entre les différents décideurs. Donc, comme malheureusement beaucoup de choses se passent d'un point de vue de rapport de force entre les différents cercles de décision, on aboutit à ce genre de cafouillage. Parce qu'il y a un qui dit oui, un qui dit peut-être, un qui dit non, ainsi de suite. Donc, il faut trouver un consensus. À partir de ce moment-là, effectivement, la décision après va tomber et peut-être en contradiction de ce qui s'est dit précédemment. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, M. Belhadj va y aller au Koweït. Il faut savoir que depuis 2023, le nouvel émir a traficoté la Constitution. Il a enlevé un certain nombre d'articles qui ne lui convenaient pas pour qu'il ait le pouvoir quasiment absolu. Et qu'il a dissous, donc en tout cas pas dissous, mais suspendu le Parlement. Donc on est dans un pays, il va arriver dans un pays en tant que responsable de notre Cour constitutionnelle, il va y aller dans un pays qui a traficoté la Constitution. Donc, est-ce qu'ils l'ont appelé parce que c'est un expert ou il a été envoyé là-bas, j'espère que c'est plutôt la seconde solution, parce que il y a ébullition dans la région. Et le Koweït semble être un petit peu le pays qui échappe justement pour le moment à l'effervescence géopolitique en place et que peut-être effectivement il peut faire pièce si on a des accords avec le Koweït, qui est un petit pays riche, pour justement des accords économiques et faire face aux hostilités des Émirats arabes unis. Donc tout ça, évidemment, est à voir dans les prochains mois, voire dans les prochaines années. Mais avant de vous quitter, j'aimerais bien répondre à M. Djadi. 30 secondes, docteur. Vraiment 30 secondes. 30 secondes. Oui, s'il vous plaît. D'abord, il faut qu'on arrête de réfléchir d'un point de vue que ce soit économique, que ce soit éducation, etc., de réfléchir en nombre. Il faut réfléchir en qualité. Comme M. Djadi nous dit qu'il y a 15 000 médecins en France, qu'il y a des ingénieurs partout, des chercheurs partout, oui. D'abord, c'est une minorité d'universitaires algériens. Et en plus, quand ils arrivent ici, ils refont leurs études de 2 minimum à 3, voire 4 ans en arrière. Moi, à l'université où j'enseignais à Sénassar, je faisais partie parfois de ceux qui étudiaient les dossiers des Algériens pour les accepter au niveau où ils souhaitaient. Par exemple, je prends un exemple, ceux qui demandaient à être inscrits en Master 1 ou Master 2. En voyant leur niveau, en les recevant dans un comité d'évaluation, eh ben nous étions toujours obligés de les rétrograder de 2 à 3 ans. C'est-à-dire quelqu'un qui a un Master 2, on va le mettre en licence. Quelqu'un qui a le Master 1, on va le mettre en L2.
ainsi de suite. Donc, il ne faut pas s'enthousiasmer en se disant que c'est parce que nous avons des chercheurs à l'étranger, etc. Eh bien, malheureusement, ces universitaires-là, ils étaient obligés de refaire l'essentiel de leur formation. Et comme c'est des gens brillants, eh bien, la plupart d'entre eux ont réussi. Et je demande qu'une seule chose, qu'il y ait une réforme radicale et où les syndicats, partis politiques, universitaires, etc., les patrons, les entrepreneurs soient consultés dans la stratégie que nous voulons adapter pour l'Algérie de demain. Encore merci. Merci beaucoup, Dr Hassan Helch. Désolé de vous presser, on a dépassé un peu le temps de l'émission. Dr Hassan Helch, économiste, analyste politique, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci. Simon Warjadi, ex-député, président de la commission des transports au sein de l'APN depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Atekoum Saha.